Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on discute avec Arnaud Meunier, le directeur de la Comédie de Saint-Étienne, que j'appelle tout de suite. Bonjour Arnaud, Salut Ronan. ça va? Bah, à peu près comme tout le monde, avec des hauts et des bas, mais aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt un haut, quoi, hein. C'est Est-ce que... la rentrée des classes pour moi. C'est ma première réunion de direction sur site cet après-midi. Ah bah c'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu as profité du déconfinement pour aller à la Comédie? Bah, c'est cet après-midi vraiment que ça commence. Nous, on a décidé qu'on allait privilégier le télétravail, donc on essaye d'éviter de retourner sur place si on n'en a pas vraiment une nécessité absolue. Et on a décidé que le déconfinement allait être très progressif. Donc, c'est vraiment cet après-midi, c'est ma rentrée des classes, effectivement. D'ailleurs, il fait un temps de rentrée des classes à Saint-Étienne. Et Il voilà. pleut? Ouais, il fait bien gris, bien froid. C'est Parfait, c'est c'est parti. dans le thème. Et donc du coup, tu n'es pas retourné du tout pendant toute la période du confinement? Non, ça fait 2 mois que je n'y suis pas retourné. Et en plus, moi, j'ai fait partie des premiers malades. Donc, j'ai été en quatorzaine à partir du vendredi 13 au soir, hein, donc 3 jours avant le début du confinement. Donc, j'ai même eu les 2 premières semaines où là, je ne suis pas du tout sorti de mon appartement. Donc, ça a été très particulier. Ouais. Ah oui, donc je savais pas, tu as eu le coronavirus toi. Oui. En même temps que le ministre, à peu près, je crois, mais c'est pas moi qui lui. Bon bah c'était sympa cette période de coronavirus, tu peux témoigner du coup? Et écoute, c'est très particulier. La blague, c'est que du coup, comme j'avais le nez très congestionné, je me faisais des inhalations de rubor, c'est des huiles essentielles assez fortes, en général avec du thym romarin. Et en fait, j'ai cru que mon truc était périmé parce que je sentais rien. Et en fait, non, c'est juste que le coronavirus attaque l'odorat et donc du coup, on sent plus vraiment les odeurs. Ah oui, au point de même pas sentir les huiles essentielles. Bon, En fait, j'ai doublé ou triplé la dose, je crois, pour finir par faire quelque chose. Et au bout d'un moment, quand j'ai entendu aux infos que ça commençait à toucher l'odorat, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être une preuve supplémentaire qu'a priori, c'est bien le Covid. Oui. putain, ouais. Bon, il s'est passé quoi là ces 2 mois au CDN, du coup à la Comédie? Parce que donc, ça a fermé le 13 mars. Alors, on a fermé au public le 13 mars au soir, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu jouer la première de Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad. Ouais. L'équipe était là, ils avaient raccordé le décor. Le décor est toujours sur notre grand plateau, du coup. Et on avait dans la petite salle, mais je mets des gros guillemets à petite salle parce qu'elle fait quand même 300 places maintenant, la dernière création du collectif Marthe, Tiens ta garde. Donc le collectif, c'était là, ils ont créé chez nous, donc elles ont commencé à jouer le mardi, donc elles ont fait 3 représentations et le vendredi, on a donc annulé la représentation du collectif et la première de Wajdi. Euh, voilà, donc c'était le début de cette espèce de grande dinguerie que nous traversons tous depuis 2 mois. Et la particularité de Saint-Étienne, c'est que c'est pas seulement un CDN, c'est aussi une école. Oui. Il s'est passé quoi du coup pour l'école? Parce que donc il y a deux créations qui étaient prévues avec la promotion 30 avec l'autrice Ayla Essou. Mhm. Et puis avec la promotion 29, c'était euh, mince, qui dirigeait, pardon, j'ai perdu le nom. Ju- Fidélité. Oui, voilà, Julie Deliquet qui dirigeait la promotion 29. Ça en est où du coup de toutes ces productions? Bah, c'est notre sujet d'inquiétude principal, l'école. Parce que nous, d'un point de vue création, on a plutôt du bol, puisque le collectif Marthe, c'était la dernière grosse créa de la saison. Donc, on a réussi à les sortir juste à temps. C'est-à-dire, elles ont réussi à sortir le spectacle. Elles ont joué trois représentations et maintenant, le spectacle, entre guillemets, est au frais en attendant de pouvoir rejouer. Mais c'était la dernière grosse créa de la saison. Donc, les projets les plus importants ensuite, c'était vraiment l'école et notamment, effectivement, la promotion 29, qui est une troisième année. Donc, c'est une promotion sortante, Ouais. diplômée, et dont la marraine est Julie de l'IKEA. Et donc, du coup, dès le vendredi, le président de la République a annoncé dès le jeudi 12 mars au soir que les écoles supérieures, les universités fermaient. Nous, dès le vendredi, on savait que l'école allait fermer par mal. Le Premier ministre ayant pris la parole juste derrière pour dire que la jauge diminuait à 100 places, on a compris que c'était l'ensemble de la maison qui fermait. Mais c'est vrai que les élèves, ils viennent de très loin. Donc, la grande question et la grande crainte à l'époque, c'était si on risque d'être confiné, où souhaitez-vous être confiné? Donc, on a réuni les élèves assez rapidement en disant si jamais vous devez repartir chez vos parents ou ailleurs, etc., c'est le moment de prendre une décision. Et donc, ça s'est passé assez rapidement. Donc, ensuite, la chose principale, ça a d'abord été de fermer la comédie complètement. On a fermé comme si on était dans une fermeture estivale, nous, hein.
Donc, on a pris la décision de prendre aucun risque, surtout qu'il y avait une forte suspicion que le directeur était contaminé. Ouais. Et moi, j'avais peur d'avoir contaminé une partie de l'équipe, ce qui n'a pas été le cas. Mais on a quand même eu 2 élèves qui ont été malades, mais du coup pas avec moi, puisque ils m'ont pas approché. Mais donc on a eu encore 3 cas de Covid quand même dans la maison assez rapidement. Donc on a vraiment pris la décision de fermer comme pour un été, et de pas remettre les pieds dans la comédie, à part une fois par mois le chef comptable pour envoyer les salaires. Voilà. Et après, la première nécessité, ça a été d'inventer cette fameuse continuité pédagogique. On a toute une nouvelle langue maintenant qui s'est développée sur le fait de ne pas faire du présentiel et donc d'inventer cette fameuse continuité pédagogique. Et je dois dire que voilà, l'équipe de l'école a été super réactive, très inventive, de manière à inventer quelque chose qui puisse continuer. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, la promotion 29 a été mise au travail de manière régulière avec tout un tas d'activités. Julie a commencé du coup son travail de création, mais à distance, parce qu'elle Ouais. travaille d'écriture au plateau. Donc, elle leur a demandé d'écrire des scénarios à partir de personnages fictionnels et ensuite elle les fait se croiser, etc. Enfin, tout son travail qu'elle fait d'habitude, là, elle l'a anticipé à distance. Et la promotion 30, elle, du coup, a transformé ce qui devait être une création en comédie itinérante, donc qui joue dans les villages autour de Saint-Étienne, dans la Loire et la Haute-Loire, en web-série, avec 2 équipes qui ont essayé de proposer 2 choses différentes. C'est ça, ouais, j'ai regardé un peu la web série. Effectivement, c'est hyper intéressant comme forme parce que d'un coup, on est obligé de re-questionner bah, ce qui est intéressant dans cette web série, c'est vrai que ça montre aussi de façon assez drôle les coulisses de la création artistique. Euh, donc, c'est vraiment une plongée au-delà de passer chez les gens à travers la webcam. On va aussi chez les gens, chez les artistes dans leur confinement et dans leur façon de travailler au quotidien. C'est un peu dans la phrase qui est dite dans un des premiers épisodes, j'aime beaucoup et je me suis dit que ça pouvait servir d'emblème aussi. Un des comédiens dit: je préfère qu'on se trompe bien, mais qu'il y ait une tentative de raconter un truc. Et Oui. c'est un peu ton truc, ça, de se dire, bah allez, on va faire des choses et puis tant pis si on se trompe, au moins on se trompe bien, quoi, on tente. Je crois que ça a été notre aiguillon pendant toute cette crise, hein. C'est-à-dire que du coup, on a été plaqué au sol. Enfin, moi, c'est l'image que j'ai, c'est la sensation d'avoir été plaqué au sol. La comédie, d'habitude, c'est l'image que j'utilise, c'est-à-dire que c'est une ruche. On a entre l'école, le centre dramatique, les équipes qui jouent, les équipes qui répètent, les productions en tournée, etc. En général, la maison a une très très grosse activité. Puis là, en plus, ce mois de mars, là particulièrement, les mois de mars de manière générale, parce qu'il n'y a pas de vacances scolaires, donc c'est en général là où les théâtres ont le plus d'activité. Mais en plus, singulièrement, ce mois de mars-là, c'était le plus gros des mois de mars que j'ai jamais programmé depuis que je suis directeur à Saint-Étienne. Donc, Évidemment. un gros crève-cœur que de voir tous ces projets s'effondrer les uns derrière les autres. Mais en même temps, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il fallait tenter des choses. Quoi. On s'est refusé, on va dire, à être dans le fait de combler le vide trop rapidement. On a essayé de prendre le temps d'aspiration d'une certaine manière, tout en prenant des décisions très très concrètes et très très vite, notamment des décisions économiques, mais je pense que tu Ouais, on y reviendra après, oui. euh, avec les élèves, l'idée, c'était de se dire, bah, essayons de faire qu'ils restent en état de création, en état de recherche, en état de tentative aussi, hein. L'école, c'est un laboratoire, donc ça, c'est vraiment super de pouvoir essayer ça, tout en ayant conscience aussi que cette continuité pédagogique, elle aurait des limites. Maintenant, ça fait 2 mois. On voit bien quand même qu'il y a un décrochage pour les élèves les plus fragiles socialement. Et comme on est une école qui est quand même très attentive à la diversité sociale de nos élèves, on voit bien que on est très inégaux face au confinement. Enfin, on a été très inégaux. Il faut le mettre légèrement au passé en ce moment, mais très très légèrement. Et donc, du coup, là, ça fait partie de nos objectifs premiers, c'est qu'on espère redémarrer l'école au mois de juin. C'est notre objectif. À partir du 2 juin, nous, on aimerait reprendre une activité de l'école. Alors, évidemment, pas comme elle était auparavant. On aimerait on a un horaire alterné, mais on a la chance d'avoir des petits effectifs. Nous, ce sont des promotions Ouais. professionnelles. Et on a la chance d'avoir un tout nouvel équipement que tu connais, qui est immense. Donc, on a un très grand équipement avec des lieux vraiment énormes et des toutes petites promotions. Donc, du coup, c'est là-dessus qu'on travaille. Et cet après-midi, la réunion, elle a pour but de travailler à cette fameuse plan de reprise progressive d'activité et en privilégiant l'école. Alors justement, sur cette reprise d'activité, on va d'abord parler créativité, parce que donc le président a annoncé un été qui soit apprenant et culturel.
Et toi, ça t'a fait réagir cette formule parce que, en fait, la transmission et l'action auprès des publics et faire venir des gens qui vont pas souvent au théâtre, c'est le cœur d'activité de la Comédie de Saint-Étienne depuis des années. Bah, c'est-à-dire que à la fois on peut être content de voir une mobilisation au plus haut niveau de l'État sur les sujets culture, et en même temps on se dit mais c'est tellement invisible le travail qu'on fait pour que à ce point-là notre gouvernement ne sache pas ou nous donne la sensation de ne pas savoir le travail qu'on fait. C'est vrai que c'était pour nous quand même assez étonnant cette chose-là de se dire mais ce travail-là d'aller à la rencontre de tous les publics, euh, de vraiment, enfin, de travail de terrain au jour le jour, un travail militant et inlassable, on a l'impression que il est pas visible du point de vue de nos élites en tout cas. Donc moi, c'est un peu la formule que j'utilise, c'est-à-dire la démocratisation culturelle, ça va juste aux élites intellectuelles en fait. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, maintenant la démocratisation, on la fait beaucoup plus avec les populations en difficulté avec nos élites intellectuelles qui ont pris l'habitude maintenant de s'écarter complètement de nous. Et c'est vrai que c'est très étonnant de voir que dans les grands médias et notamment la télévision, c'est beaucoup les tenants du théâtre privé qu'on entend. Pour cause, parce qu'ils ont des sujets qui sont plus immédiats d'un point de vue risque financier. Mais quand même, ça m'étonne cette invisibilisation énorme du travail de territoire qu'on mène à longueur. Ouais, David, avant-hier en interview, me disait que aucun directeur de CDN n'avait été convié aux discussions avec le ministre ou avec le président. Le Ce qui est quand même étonnant, c'est un des maillages culturels principaux en France aujourd'hui. Bah, de toute façon, là, enfin, moi, enfin, pour être assez proche de Stanislas Nordet, on voit bien à quel point il y a une grosse différence entre les théâtres nationaux et les centres dramatiques. Les théâtres nationaux sont des établissements publics, donc il y a une relation directe à l'État, avec une consultation directe, effectivement. Là où les centres dramatiques, maintenant, notre quotidien est quand même beaucoup plus ancré avec nos maires et avec les villes. Voilà. C'est vrai que je parle beaucoup plus avec mon maire qu'avec le ministère. Et ça, c'est assez récent, je pense, cette réalité-là. Mais c'est vrai que, bon, bah, de toute façon, il fallait trier sur le volet, et puis c'était un casting. Voilà, donc je pense que Stanislas, d'une certaine manière, représentait tout le théâtre public à lui tout seul ou presque. Mais bon, moi, j'ai pas plus de problèmes d'ego ou d'orgueil par rapport à ça, mais ce qui va que quand on entend le président de la République nous dire il va falloir aller dans les écoles, il va falloir aller inventer, d'aller vers les gens qui n'ont pas l'habitude d'art et de culture, moi j'ai la sensation que c'est le travail qu'on fait vraiment au quotidien. Étienne. Oui, c'est ça. Enfin, clairement, pour se lancer quelques fleurs. Il y a une vraie redécouverte finalement de l'EAC, en fait, l'éducation artistique et culturelle, comme si elle n'avait jamais existé. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'assez étrange là-dessus, oui. Il y a quelque chose d'assez étrange. Alors peut-être c'est notre faute aussi, hein. Peut-être que c'est ma génération qui est moins starisée que la génération au-dessus, hein, de nos grands frères. Hein, Stanislas, c'est 8 ans de plus que moi. La différence d'âge, c'est à peu près ça. Et donc sa génération à lui, les Pi, Braunschweig, Nord, etc., on voit bien que bon, c'est la génération qui a connu les années langues. Et je pense que la grande différence, elle est aussi là-dessus. Enfin, pour moi, il y a plusieurs questions que je me pose à ce sujet-là. Mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que les CDN, depuis quelques années, ont vraiment repris leur place sur le territoire et se sont vraiment concentrés sur une action territoriale plutôt que de rayonner au niveau national? Bah, moi, je pense qu'on a essayé de lier les deux. Hein. C'est-à-dire que du coup, quand on regarde maintenant la génération aux commandes des centres dramatiques, effectivement, je pense qu'on a beaucoup lutté pour détruire définitivement cette image de baronnie, d'artistes rois qui ont un outil à leur service et qui partagent quelques miettes avec les autres. Je pense que ma génération a été, moi, ce que j'appelle la génération des bons soldats, qui a vraiment essayé de partager les outils, comme on dit, le plus possible. À Saint-Etienne, moi, c'est 90% de mon budget artistique qui est redistribué aux autres. Moi, je représente 10% du budget artistique de la comédie. Je pense qu'effectivement, ce n'était pas le modèle des centres dramatiques il y a 10-15 ans. Bien sûr que non. Mais donc on s'est beaucoup battu pour qu'effectivement, il y ait à la fois du partage avec les autres équipes artistiques, qu'il y ait qu'il y ait ce double ancrage, c'est-à-dire qu'à la fois une légitimité de rayonnement. La Comédie Saint-Etienne, c'est 200 représentations au siège et 200 représentations en tournée par an.
c'est à peu près ça notre modèle. Donc, il n'y a aucun de nos spectacles qui ne tourne pas. On joue systématiquement à Paris. Moi, je joue alternativement au Théâtre du Rond-Point ou au Théâtre de la Ville à Paris. On joue évidemment à Ouais. Lyon. On essaye de sortir évidemment de nos frontières. Donc, on fait vraiment ce boulot-là, d'être dans le plus loin possible et en même temps dans le tout près, c'est-à-dire de travailler avec les maisons de quartier, de travailler avec les associations, avec l'éducation populaire, avec l'éducation nationale. Ce travail-là, on le fait aussi en même temps et de manière concomitante. Donc, c'est ça maintenant l'ADN d'un centre dramatique national. Et on a beaucoup, je pense, modernisé nos façons de travailler avec des services de production, avec tout un tas de corps de métier qui n'existaient pas auparavant. Donc oui, je pense que en tout cas, moi, ça fait plaisir qu'on le ressente, que les centres dramatiques se sont vraiment modifiés. Et je pense qu'en plus, là, dans la crise, entre guillemets, je pense qu'on a essayé d'envoyer des signaux immédiatement sur le fait d'être très proche des compagnies, parce que c'est notre ADN. Un centre dramatique, ce n'est ni plus ni moins qu'une compagnie en résidence qui a pour mission de penser sa responsabilité territoriale et donc professionnelle, etc. Tu viens d'aborder la répartition des budgets. On va l'aborder de façon un peu plus large. Donc, dans un CDN, je résume rapidement, on a trois entrées principales d'argent. D'un côté, la subvention, et puis de l'autre, non, pardon, quatre entrées. D'un côté, la subvention, et de l'autre, on a la billetterie, les spectacles qui sont joués au CDN, la vente des spectacles en tournée, et puis le mécénat s'il y en a. Et on a de l'autre côté les dépenses. Et alors, les dépenses, c'est bien sûr le lieu, les frais fixes, les salaires, la masse salariale, etc. Et puis, ça, c'est tout ce qui est fixe. Et les dépenses liées à l'activité, donc que ce soit d'acheter des spectacles ou de produire des spectacles. Aussi... Administrateur, c'est parfait. Hein? Pas l'engager comme administrateur, c'est parfait, tu as très bien résumé. J'essaie ouais, de synthétiser le plus possible. C'est très bien. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la répartition à la Comédie de Saint-Étienne. Aujourd'hui, à peu près, quel est le pourcentage? Sans parler d'argent vraiment, mais vraiment en termes de pourcentage, quelles sont les grosses lignes du budget? Alors, les grosses lignes, c'est 70% de subvention pour 30% de recettes propres. Hein. Ouais, Donc, 30% de recettes propres pour un fonds dramatique, c'est un niveau assez haut de recettes propres. Ces recettes propres sont tirées en très grande partie par nos tournées. Les tournées représentent environ des trois quarts de nos recettes propres. On va dire sur le quart restant, il y a 20% de billetterie et puis 5% de prestations ou de mécénat. Voilà. Le mécénat est très très freiné dans les centres dramatiques par nos structures juridiques parce que nous sommes des structures privées. La Comédie Saint-Étienne est une SCOP, c'est une coopérative ouvrière de production. d'accord. Ça freine par rapport au mécénat. Donc le mécénat, nous, arrive essentiellement via l'école, parce que l'école est une association de loi 1901, et donc il y a de la déductibilité fiscale. Il est difficile à dire ce mot, déductibilité fiscale. Donc du coup, voilà, l'école arrive à avoir ça. Mais sinon, maintenant qu'on a le nouveau lieu de la Comédie Saint-Étienne, on a c'est-à-dire que on loue nos espaces pour des assemblées générales d'entreprises, un cocktail, je sais pas quoi, etc. Donc ça, on arrive à le faire à la marge parce que comme par ailleurs on est plein comme un œuf parce qu'on travaille beaucoup artistiquement, c'est à la marge, mais on arrive quand même à le faire. Donc là, effectivement, avec la crise, tout ça Et donc, du coup, là, on a évoqué les pourcentages. Donc, aujourd'hui, les recettes propres, il n'y en a plus, puisqu'il n'y a plus de billetterie et puis les spectacles en tournée. Alors, David, avant-hier, me disait qu'il avait réussi à quand même garder quelques spectacles vendus par d'autres lieux. Enfin, certains lieux ont maintenu l'achat des spectacles, même s'ils étaient annulés. Est-ce que ça a été ton cas aussi? Est-ce que tu as réussi à maintenir une économie au niveau de la vente des spectacles? on a trois cas de figure. On a ceux qui se sont très très bien comportés, c'est-à-dire que du coup, qui ont payé. Alors, ceux qui sont le mieux comportés, c'est ceux qui nous ont proposé un report et qui ont indemnisé les frais engagés. Voilà, ça, c'est la catégorie 5 étoiles, etc., etc. Après, il y a la catégorie de ceux qui ont proposé un report, mais qui ne proposent pas d'indemnité hors la qualité des équipes. Donc, voilà. Et puis après, il y a la catégorie un peu plus délinquante qui, elle, fait jouer la force majeure et donc considère qu'elle ne paye rien. D'accord. Voilà. Et là, ça crée de la perte sèche immédiatement pour nous. Je pense que ce qui s'est passé avec cette crise a, à mon avis, des vertus d'éclairer beaucoup l'économie de notre secteur. Et avec, à mon avis, une tendance à la privatisation très forte du secteur, avec effectivement des réflexes qui, de temps en temps, moi, me posent question. Le débat principal pour moi, il a été la question de la force majeure, sur le fait que de ne pas avoir recours à la force majeure, puisque comme la pandémie est un cas de force majeure,
Les lieux auraient très bien pu, du coup, considérer que les contrats étaient nuls et donc ne plus payer les équipes, donc les compagnies. Et idem, les compagnies auraient très bien pu ne pas payer les salariés en utilisant la force majeure. Et ça, évidemment, on voit très bien le dégât social que ça aurait fait. Et donc, assez rapidement, et je pense que les centres dramatiques ont été un peu en pointe là-dessus, tout bêtement parce qu'on a été touché très rapidement, puisqu'il y a eu un cas d'annulation en Bretagne avant le confinement, presque 2 semaines, 3 semaines. Et c'était justement Julie Deliquet en Bretagne, à Lorient, qui s'est retrouvé avec un cas d'annulation. D'accord. Et donc, ce cas d'annulation a été une sorte de cas d'école sur ce qui risquait de se passer derrière. Nous, par exemple, on allait jouer à Colmar, Candide, juste la semaine où ça a été confiné. Donc, on était en discussion avec Colmar depuis un petit bout de temps parce qu'eux, ils étaient déjà confinés depuis 15 jours avant nous, hein. Oui. Donc, toutes les discussions de ce qui allait se passer à Colmar, de ce que proposait le lieu par rapport à une annulation éventuelle, fait qu'on a eu des réflexions en amont du confinement général sur ce qui allait se passer si jamais on n'était pas payé. Et donc, assez rapidement, le fait d'avoir cette ligne-là, qui a été la ligne qui a été adoptée par notre syndicat, le Syndéac, sur le fait de dire qu'il faut absolument payer les sessions pour les compagnies et les coûts plateaux pour les lieux, c'est la ligne qui est devenue majoritaire, je pense, en grande partie par l'expérience qu'on a traversée un petit peu en amont. Et ça, c'est pour la partie de la vente des spectacles en tournée. Toi, est-ce qu'au sein de la Comédie de Saint-Étienne, tu as été obligé de prendre des mesures économiques par rapport à du chômage partiel ou à des contrats d'intermittence qu'il a fallu le reporter ou décaler? Ben, on a perdu, enfin, Candide a quasiment a été, par exemple, qui était la plus grosse production en tournée, a eu les ailes coupées quasiment tout de suite en fait, hein. On a joué du coup un petit mois, voilà, là où on avait plus de 3 mois de tournée. Euh, Ouais. Normalement, on était en train de finir notre série au Théâtre de la Ville à Paris. Donc, évidemment qu'il y a eu des inquiétudes importantes parce que c'était une grosse équipe. Et puis, il y avait d'autres spectacles qui étaient en tournée aussi. Donc, très rapidement, l'idée qu'il allait falloir soutenir les équipes et notamment payer les heures. Et non seulement payer, mais déclarer le travail comme s'il avait eu lieu. Parce que moi, ma crainte à moi, c'était de me dire immédiatement, je me suis dit, si on nous propose des reports, on va nous proposer des reports sur la saison 21-22 essentiellement. Vu là où on en était, les saisons étaient quasiment faites. Donc, même si au début, il y a quelques théâtres qui, assez gentiment, ont essayé de trouver des trous dans les saisons à venir et de gonfler un peu la saison prochaine, la 20-21, j'avais le sentiment que ce serait surtout sur 21-22 qu'on reporterait. Donc, des artistes à qui on propose des reports de travail 18 mois plus tard, il y avait fort à craindre sur leur capacité à refaire leurs 507 heures comme intermittent. Donc, moi, je me suis dit non seulement il faut payer, mais il faut déclarer le travail comme s'il. Donc nous, on a plutôt cherché à se dire comment est-ce qu'on paye, on déclare et on fait faire autre chose à nos artistes de manière à ce qu'ils aient bel et bien du travail d'une certaine manière, mais de ne pas les mettre en danger par rapport aux 500 secteurs. Même si effectivement les premières mesures prises par rapport à la CEDIC donnaient la sensation qu'il y avait une prise de conscience, en tout cas au début, quand on s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans la raquette de manière importante, mais voilà, donc il y a eu une volonté de protéger les artistes. Donc moi, comme chef d'établissement, ma crainte, c'est de me dire, bon, ben, on va donc payer des salaires et en face, on aura des recettes qui vont disparaître. La prestation, c'est de l'argent qui va arriver, ça va disparaître aussi. La billetterie, on va quand même avoir des gens qui vont nous demander de remboursement, bien évidemment. Donc, il y avait une crainte par rapport à ça. Quand la porte s'est ouverte par rapport au chômage technique, il y a eu une réflexion en interne de savoir si c'était possible ou pas, parce qu'on est quand même largement subventionné. Donc, cette idée que l'État paye 2 fois, on s'est posé la question. Le ministère de la Culture a clairement envoyé un feu vert. Et de fait, effectivement, pour une fois que Bercy nous tendait la main, il y avait une réalité sur le fait que le chômage technique, on allait le subir. Et je pense qu'on est un des secteurs qui va le subir le plus longtemps. Oui. Voilà, parce que là, on parle éventuellement de la réouverture des restaurants et des bars au mois de juin, juillet, mais ça reste encore à voir. Et les salles de spectacle, c'est pas à l'ordre du jour du tout, le fait de réouvrir. Et on voit bien que c'est ça le débat. Donc oui, à partir du moment où la porte s'est ouverte, on a fait du coup une chose assez simple, c'est de pouvoir compenser tout ce qu'on perdait. Donc essayer de naviguer à vue de manière à ce que les pertes soient compensées par des entrées. Les entrées, ça peut être soit effectivement le chômage technique, mais ça peut être aussi toutes les économies qu'on réalise dans le fait de ne pas jouer. Le théâtre est enfermé, ben, on fait des économies de fluide, le chauffage, l'électricité, le gaz, etc. On fait des économies aussi sur ce qu'on appelle les frais annexes, c'est-à-dire qu'on ne paye pas d'hôtel, on ne paye pas de restaurant pour les Oui. etc., etc. Donc au début, on a vraiment navigué dans un brouillard assez épais. Au jour d'aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on arrive à peu près à un équilibre entre ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné.
Ok, donc il y a une reprise qui est plutôt sereine finalement économiquement. En termes de création, tu pourras réimputer des budgets Pour l'instant, corrects. Pour l'instant, c'est ce que je pense. Pour l'instant, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que les premières remontées comptables me donnent la sensation qu'on on va avoir les reins solides. En plus, le ministère de la Culture, notamment dans sa version déconcentrée, les DRAC se sont extrêmement bien comportés, ainsi que les autres collectivités. C'est-à-dire qu'on a eu des appels très vite en nous proposant de verser les subventions plus vite, plus tôt, de manière à ce qu'on n'ait pas de problème de trésorerie, de manière à ce qu'on puisse. C'est ce que j'appelle la chaîne vertueuse. C'est-à-dire que du coup, nos financeurs nous ont aidés, nous, on a aidé les équipes ont pu soutenir leurs salariés. C'est ça la grande chaîne vertueuse. En tout cas, ça, c'était la version de l'urgence à gérer. Maintenant, on est dans une autre séquence qui est la question de combien de temps ça va durer et donc du temps long, entre guillemets. Ça, c'est un autre sujet. Et Alors, notre modèle économique à nous, il est entre guillemets, plus favorable que des lieux qui sont très exposés aux questions de billetterie. Bon, c'est pas rien, moi, les recettes de billetterie, quand même, à la commune de Saint-Etienne, ça représente 400-500 000 euros à l'année. C'est pas négligeable. ouais. Et effectivement, les recettes de tournée, elles représentent plutôt entre 1 et 2 millions d'euros. Voilà, donc on voit bien que c'est plutôt de ce côté-là qu'on. Et alors justement, la saison, j'allais dire 21-22, non pas encore, 20-21, septembre, j'imagine qu'elle était quasiment prête. Vous Oui, travaillez en amont. oui. Où ça en est aujourd'hui? Tu l'as annulé cette saison de reprise? Tu la remodèles? On navigue à vue puisque nous, on ouvrait avec un gros partenariat avec la Biennale de la danse de Lyon. Et donc, la Biennale a annulé la semaine dernière, enfin reporté sur mai-juin la semaine dernière. On ouvrait avec une création de Johan Bourgeois qui répétait et créait chez nous. Donc, en fait, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un événement qui fait que ça modifie notre programmation. Alors, du coup, on navigue à vue. Moi, en même temps, j'y vois quand même une opportunité pas inintéressante qui est qu'on va être obligé de tester très différemment notre rapport au public. Comme on est des grands planificateurs devant l'éternel, on travaille 2 ans à l'avance en général dans notre profession. Là, on est obligé de se dire, bah, c'est pas du tout comme ça qu'on va pouvoir travailler. Il va falloir être dans la réaction constante. Et surtout, bah, la boussole, pour moi, c'est de m'adapter aux besoins des équipes artistiques, de quoi ont besoin les artistes, de quoi ont besoin les compagnies et d'essayer d'y répondre le plus précisément possible. Donc en fait, il y a fort à parier que pour l'instant, on va se concentrer beaucoup sur notre activité de création. Donc, par exemple, on a décidé avec Johan qu'il allait, non seulement il allait continuer à répéter à la Comédie Saint-Etienne, mais on va allonger son temps de répétition, mais on ne va pas présenter son travail tout de suite. Donc, on fera peut-être une sortie de résidence, mais on le reprogrammera, nous, en mai-juin, quand ça sera vraiment la biennale. Mais comme a priori, il a des dates qu'il devait faire dès l'automne, ben, son spectacle sera prêt, il pourra faire les dates si les lieux sont ouverts. Donc, c'est cet équilibre-là qu'on a trouvé. Mais du coup, ça va retarder, nous, notre ouverture au public, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on devait ouvrir le 4 septembre à la commune de Saint-Etienne et évidemment qu'on avait un peu chaud aux fesses, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'il y a deux choses dans l'activité. Donc, d'une part, tu vas reprendre les activités de répétition, parce que celles-là, elles sont pas contraintes avec un public et les artistes peuvent faire attention dans des lieux de répétition entre eux, en maintenant des barrières sanitaires entre eux. Et après, il y a la question du public où là, effectivement, on est encore à vue et on va devoir attendre. On va déjà voir ce que donne ce premier déconfinement progressif. On va voir si on est reconfiné ou pas, si on peut réouvrir les théâtres un jour. Mais donc, effectivement, c'est ça. Toi, ta stratégie, c'est de maintenir la création pour avoir des spectacles prêts le jour où on peut réouvrir. Oui, avec quand même une grosse inconnue qui est on fait comment pour répéter? Cette question-là, pour l'instant, elle est vraiment complètement floue. Donc, on se parle beaucoup en ce moment. C'est l'intérêt de la crise, c'est qu'on n'aura jamais autant échangé entre directrices et directeurs de lieux sur ce que ça veut dire de répéter aujourd'hui, sur ce que c'est que les gestes barrières pour des artistes. Donc, c'est pour ça que, grosso modo, les théâtres ont décidé de reprendre une activité de plateau à partir du mois de juin. Et donc là, on se laisse les 3 premières semaines de déconfinement pour voir d'abord comment ça évolue, pour voir si on est plutôt sur un scénario optimiste ou sur un scénario pessimiste, et puis pour continuer à collectivement essayer de trouver des mesures compensatoires. C'est-à-dire que il est évident qu'on ne va pas tous faire, c'est la grande blague du moment, c'est de dire on pourrait tous faire du stand, c'est-à-dire effectivement masquer tout le monde, public et à 3 mètres de distance les uns les autres, mais on fait le même théâtre, donc euh, on est obligé de réfléchir à ce que ça veut dire comme mesure compensatoire, sans que ça soit non plus trop intrusif. C'est-à-dire que du coup, je n'ai pas quoi tester tous les artistes au quotidien. Ouais. C'est aussi
enfin, ça nous fait beaucoup réfléchir. Voilà. Il y a aussi le fait de ne pas ostraciser non plus les gens et en même temps que les gens se sentent en sécurité pour travailler. Moi, j'ai la chance de sentir une équipe extrêmement soudée à la Comédie. On est dans un dialogue qui se passe bien, notamment avec ce qu'on appelle le CSE, le Comité social et économique, qui regroupe donc les délégués du personnel, qui donnent évidemment un avis sur les conditions d'hygiène possibles et de sécurité pour pouvoir reprendre le travail dans un théâtre. Donc on travaille beaucoup de concert, c'est-à-dire qu'on a à cœur que la maison puisse reprendre une activité. Les deux mots-clés pour nous, c'est progressivité et puis, enfin voilà, c'est plan de reprise progressif et partiel. Donc du coup, ben, voilà, on travaille sur les deux, progressif et partiel. Et puis d'essayer quand même d'être à disposition des équipes artistiques. C'est-à-dire, bon, si on est freiné dans notre rapport au public, ben, essayons quand même de ne pas être trop freiné dans la mise à disposition de l'outil pour les artistes. Voilà. En même temps, le fait d'être freiné par rapport au public, si on regarde le reste du paysage, ben, si on écoute là, les journaux télévisés, etc., les commerçants, eux aussi, sont pas dans une activité normale. Ils sont à moins 25, moins 30, moins 40, moins 50 de leur activité normale. Je pense qu'il va falloir l'accepter. Alors évidemment, c'est plus simple dans un centre dramatique, là où la billetterie n'est pas le cœur du réacteur. Je comprends bien que quand on est la Philharmonie de Paris ou l'Opéra, jouer la tétralogie de Wagner devant un tiers de jauge, économiquement, c'est pas le même sujet. Voilà. Ouais. Bah, merci en tout cas pour toutes ces précisions, ces éclairements sur la situation. Et puis, on espère qu'on pourra bientôt revenir à la Comédie de Saint-Étienne. Et moi aussi, j'espère pouvoir venir à la Comédie de Saint-Étienne, parce que par ailleurs, c'est très bizarre depuis aller au théâtre. Ouais, Moi, ça me fait, enfin, moi voilà, qui suis quelqu'un de très mobile, normalement, le fait d'être collé épinglé comme un papillon contre le mur, c'est une sensation qui est très étrange. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé l'interview de Christophe Honoré dans Le Monde, dans lequel il dit que c'est un temps pourri et que c'est pas un temps fécond. Je suis assez d'accord avec ça. On a essayé d'inventer tout un tas de choses, mais là, on arrive au bout d'une séquence et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est pas un temps qui est très très propice à rêver, à imaginer, etc. C'est un temps très très étrange et je sens qu'on a envie d'en sortir. Donc le double objectif là, c'est à la fois c'est de réussir notre déconfinement tous ensemble, de manière à ce qu'on reparte pas en arrière et en même temps imaginer une reprise d'activité, voilà, y compris pour le public. mais surtout que, en plus, c'est vrai que alors, tu n'as jamais fait cette interview, quel spectateur es-tu, mais beaucoup l'ont fait, et la plupart des metteurs en scène me disent que effectivement, les moments où ils réfléchissent le plus à leur spectacle et à la créativité, c'est quand ils sont enfermés dans une salle de spectacle, devant le spectacle de quelqu'un d'autre. Et c'est là où l'imaginaire se révèle, puisqu'on est dans cette contrainte, enfermé dans une salle et face à un plateau, parfois vide. Mhm. Et c'est là que tout se passe. Donc, oui, effectivement, c'est pas pareil quand on est dans notre appartement. En tout cas, ça n'a pas du tout pour moi été une séquence propice à la lecture, propice, enfin, au contraire, c'est-à-dire les gens qui m'ont envoyé des projets ou des pièces à lire, etc., etc. Comme on était face à une espèce de mur, l'idée c'était plutôt de chercher, comme dans les jeux vidéo, comment est-ce qu'on allait passer par-dessus le mur ou creuser le mur, enfin voilà. Et c'était plutôt ça l'obsession. Et il a fallu accepter le fait de ne pas savoir en fait. Donc ça a été un vrai travail sur moi-même, ça, en tout cas. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Et vous pouvez donc revoir cette interview sur YouTube en replay dans quelques heures. Et puis nous, on se dit à bientôt Bah voilà, le plus vite possible. au théâtre surtout. Portez-vous bien, portez-vous bien. À bientôt Arnaud. À bientôt.